On de la raconte sur Europe 1. C'est l'heure du journal du monde et donc l'heure de Sophie Larmoyer. Bonjour à vous Sophie. Bonsoir Christophe. Alors première destination ce soir, Israël et Jérusalem, où une nécropole est en train de prendre forme sous terre. Voilà, sous le principal cimetière de Jérusalem, sous la montagne du Repos, dans l'ouest de la ville, imaginez de gigantesques tunnels creusés à 45 mètres de profondeur et sur 1,5 km. Ce sont des sortes de halls reliés entre eux comme des nefs de cathédrale et dans les parois desquelles seront installées les tombes. On y voit déjà les alvéoles les unes au-dessus des autres. D'autres tombes seront au centre des salles, à même le sol. Le projet a démarré en 2014, il est bien avancé déjà et les premiers corps, les premiers défunts pourront y être accueillis début 2019. En tout cas, ce cimetière devrait contenir entre 22 000 et 24 000 nouvelles places. Coût prévu du chantier 48 millions d'euros, entièrement financé par la principale société funéraire de Jérusalem. Pourquoi est-ce que les Israéliens cherchent des places en dessous? Il n'y en a plus au-dessus? Exactement. Les promoteurs du projet expliquent que grâce à ce cimetière souterrain, ce sont 3 hectares qui restent disponibles pour les vivants à l'extérieur. Parce qu'à Jérusalem, les cimetières se sont beaucoup étendus et depuis plusieurs années déjà, il y a pénurie d'espace pour les défunts. D'abord parce que dans la tradition juive, les morts doivent être mis en terre et ne jamais être déplacés. Donc les tombes sont acquises pour toujours. Et puis il n'y a pas que les habitants de Jérusalem qui veulent reposer dans la ville sainte. Beaucoup de juifs dans le monde en font aussi la demande car la croyance veut qu'à la fin des temps, c'est là d'abord que les morts commenceront à ressusciter. Et pour faire face à cette surpopulation de défunts, après les souterrains, on parle déjà de tours. Oui, c'est déjà fait. À Tel Aviv, en périphérie de Tel Aviv, dans le cimetière Yarkon, se dresse un édifice de 22 mètres de haut, 3 étages et 3 petites tours. Selon son concepteur, il y a là de la place pour 250 000 défunts. Mais sauf qu'ils ne sont pas en terre, là. Non, ils ne sont pas en terre. Alors, à chaque fois, justement, c'est intéressant ça, à chaque fois, que ce soit à 45 mètres sous terre ou en l'air, il a fallu respecter des règles intangibles. Le mort, par exemple, doit rester au contact de la terre. Donc, les murs de ces tours sont des sortes de conduits remplis de terre pour que tous les étages restent en contact avec le sol. Et quand les corps sont placés les uns au-dessus des autres, il doit y avoir une couche d'au moins 30 cm de terre entre deux défunts, exclusivement de la terre du sol même d'Israël. Autre histoire qui va nous amener cette fois au Japon. Dans ce pays, il ne se passe plus un jour sans qu'on retrouve des bateaux échoués sur les plages, des bateaux et parfois aussi des cadavres. Voilà, des cadavres de Nord-Coréens. Ce matin encore, 4 corps ont été découverts sur la côte nord-ouest du Japon. Bonsoir Bernard Delattre, vous êtes à Tokyo. Expliquez-nous qui sont ces hommes. Bonsoir à tous. Ces hommes, le plus souvent, ce sont des pêcheurs. Leurs embarcations sont dans un état épouvantable. Ce sont de vrais rafiots, pas du tout à même d'affronter la mer, qui est mauvaise dans cette région en ce moment. Et donc, ces bateaux tombent en panne et se mettent à dériver. Et quand les gardes-côtes japonais les repèrent, il est souvent trop tard. Leurs occupants sont morts de froid, de faim ou de soif. Rien que ces 15 derniers jours, une vingtaine de cadavres a été retrouvés, parfois à l'état de squelette. C'est dire combien de temps ils avaient dérivé. Et chaque année, des dizaines d'embarcations nord-coréennes s'échouent sur les côtes japonaises. En janvier dernier, c'est carrément un cargo poubelle nord-coréen de 6500 tonnes qui menaçait de sombrer. Et ce sont toujours, Bernard, des pêcheurs? Non, parfois ce sont des civils nord-coréens qui arrivent par la mer au Japon. Des familles entières de réfugiés avec femmes et enfants, des boat people en somme. Ces 30 dernières années, 30 000 nord-coréens ont pris la mer pour fuir la pauvreté, la faim ou la répression. Donc ça n'est pas non plus un raz-de-marée de migrants. Et pourtant en ce moment, c'est un peu la panique du côté des autorités japonaises. Pourquoi ? Oui, parce que Tokyo anticipe et estime qu'en cas de guerre dans la péninsule coréenne, à la suite d'une intervention américaine par exemple, 100 000 Nord-Coréens prendraient la mer en direction du Japon. On a déjà tout prévu. Des centres de rétention où ces boat people seraient mis en quarantaine, le temps de déterminer si ce sont de vrais réfugiés ou des agents du régime. Les espions de Kim Jong-un déguisés en réfugiés, ça c'est la hantise du gouvernement japonais. Figurez-vous que récemment, un vice-premier ministre, donc le bras droit du premier ministre Shinzo Abe, s'est publiquement demandé si, le jour venu, les militaires japonais ne devraient pas ouvrir le feu sur ce qu'il a appelé de prétendus réfugiés, mais qui sont sans doute armés jusqu'aux dents. Fin de citation. Dans n'importe quel autre pays, piétiner ainsi la Convention de Genève sur les réfugiés, ça ferait scandale. Au Japon, pas du tout. Bernard Delattre, merci. Depuis Tokyo. On a évoqué, Sophie, un pic de pollution terrible en Inde. Eh bien, la situation est telle qu'un match de cricket a dû être interrompu ce week-end. Ça rigole pas, ça? Non, interrompu à plusieurs reprises. Même l'équipe du Sri Lanka qui affrontait l'Inde se sentait mal. Des joueurs ont dû quitter le terrain. Certains vomissaient. Des bouteilles d'oxygène avaient même été installées pour les joueurs dans les vestiaires. Alors, les Indiens ont sous-entendu que tout ça, c'était du chiquet pour les déstabiliser, que les 20 000 spectateurs dans les tribunes allaient très bien, d'ailleurs. Oui, enfin, ils ont peut-être l'habitude, les Indiens, mais quand on regarde les images, on se dit que l'air n'était pas tout à fait pur.
Et puis le Venezuela veut se doter d'une monnaie virtuelle. Oui, c'est peut-être le succès du Bitcoin qui a donné l'idée à Nicolas Maduro. Hier, dans son allocution télévisée hebdomadaire de presque 5 heures tout de même, le président, comme d'habitude... Non mais il faut toujours réfléchir qu'il fait 5 heures d'émission de télé. Le président vénézuélien a annoncé son intention de créer le Petro, une crypto-monnaie qui serait basée sur les réserves de pétrole du pays, les stocks d'or et de diamants, pour lutter, dit-il, contre le blocus financier orchestré par les États-Unis. La vérité, c'est que le Venezuela importe tout et qu'il n'a plus un sou, plus de liquidité. Maduro n'a pas donné de détails sur ses futurs pétros. Merci Sophie. Europe 1.